3 jours. Seulement 3 jours séparaient ma vie de la mort, et je n'en avais aucune idée. Le plan était tracé dans les moindres détails, caché dans la poche d'une veste que j'avais moi-même repassée ce matin-là. Bonjour mes chers. Je m'appelle Marguerite Dupont, j'ai 82 ans, et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire qui a complètement changé le cours de ma vie. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager mes histoires ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. Je suis née en 1943, dans un petit village de Normandie. Nous étions une famille modeste, mais nous n'avons jamais manqué de l'essentiel. Mon père travaillait au champ et ma mère s'occupait de nous, ses 6 enfants. J'étais la 3e aînée. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à coudre avec ma grand-mère, qui confectionnait les plus belles robes de la région. Mes mains ont toujours eu le don pour les tissus, pour transformer des chutes en pièces que les gens admiraient. Quand j'ai eu 18 ans, en 1961, mes parents ont décidé que nous devions tenter notre chance à Paris. La situation en province était difficile, et Paris semblait être l'endroit où les rêves se réalisaient. Je me souviens comme si c'était hier. Nous sommes arrivés avec 2 valises en carton, portant tout ce que nous possédions. Nous nous sommes installés dans un petit appartement à Belleville, où nous partagions une petite chambre pour toute la famille. J'ai trouvé un emploi dans un petit atelier de confection. Je travaillais du lundi au samedi, de 7h du matin à 7h du soir, avec seulement une demi-heure pour déjeuner. Le salaire était maigre, mais j'économisais chaque centime possible. Je rêvais d'avoir un jour ma propre entreprise, de créer mes propres modèles. Le soir, après le travail, je faisais encore de petites retouches pour les voisines, en demandant très peu, juste pour mettre un peu plus d'argent de côté. C'est par un dimanche après-midi de 1962 que j'ai rencontré Pierre. J'étais au jardin du Luxembourg avec mes sœurs cadettes quand il s'est approché, grand, aux épaules larges, les cheveux bien coiffés et un sourire qui semblait illuminer tout son visage. Il travaillait comme vendeur dans une boutique de tissus et avait le don de la parole. Il parlait d'une façon qui faisait se sentir spécial n'importe quelle personne. Avec moi, ce ne fut pas différent. « Mademoiselle a les yeux les plus expressifs que j'ai jamais vus », m'a-t-il dit lors de cette première rencontre. J'ai senti mes joues brûler de honte, mais aussi de joie. À cette époque, une jeune fille de bonne famille ne restait pas longtemps à discuter avec un homme inconnu. Mais quelque chose chez Pierre m'a retenu là. Peut-être était-ce sa manière assurée ou sa façon de parler de ses projets d'avenir avec tant de certitude. Nous avons commencé à nous retrouver tous les dimanches, toujours avec mes sœurs comme chaperonnes, comme le voulait la tradition. Après 3 mois, il a demandé ma main. Mon père, homme méfiant par nature, trouvait tout cela trop précipité. Marguerite, un homme aussi pressé, soit il fuit quelque chose, soit il veut obtenir quelque chose, m'a-t-il dit. Mais j'étais amoureuse et, à 20 ans, je croyais que l'amour surmontait tous les obstacles. Nous nous sommes mariés en janvier 1963, lors d'une simple cérémonie dans la même église que nous fréquentions. Ce fut un jour heureux, plein d'espoir. Pierre avait loué un petit appartement près de la boutique où il travaillait. Nos premiers mois furent une période d'adaptation. Je continuais à travailler à l'atelier et pendant mon temps libre, je faisais des vêtements sur mesure pour compléter nos revenus. Pierre était ambitieux, il disait toujours qu'il ne voulait pas être employé pour toujours. Un jour, Margot, me disait-il en utilisant mon surnom, « Nous aurons notre propre affaire. Tu verras. Nous ne sommes pas nés pour recevoir des ordres des autres. » En 1964, j'ai découvert que j'attendais notre premier enfant, Thomas. Ce fut une immense joie. Pierre semblait l'homme le plus heureux du monde quand je lui ai annoncé la nouvelle. Il a acheté un berceau d'occasion qu'il a poncé et peint lui-même en bleu. C'était la première fois que je voyais des larmes dans ses yeux lorsqu'il a tenu notre nouveau-né. « Ce garçon aura tout ce que je n'ai pas eu », a-t-il promis en embrassant le front de notre bébé. Mais la vie avec un jeune enfant est devenue plus difficile. Mon salaire suffisait à peine pour les couches et le lait. C'est alors que Pierre a eu l'idée de commencer notre propre affaire. Avec les économies que nous avions et un petit prêt que nous avons obtenu auprès d'un de ses oncles, nous avons acheté 2 machines à coudre industrielles d'occasion. Nous avons monté un minuscule atelier dans la chambre du fond de notre appartement. Je cousais pendant la journée, tout en m'occupant de Thomas.
Pierre sortait vendre nos pièces dans les boutiques après son travail. Au début, nous ne dormions presque pas. C'était épuisant, mais nous considérions chaque centime qui entrait comme une victoire. Je me souviens m'être endormie, de nombreuses fois, la tête appuyée sur la machine à coudre, me réveillant en sursaut, vérifiant si le bébé dormait toujours dans son petit lit à côté. En 1966, avec notre petite entreprise qui grandissait lentement mais régulièrement, Pierre a décidé de quitter son emploi pour se consacrer entièrement à notre atelier de confection. C'était un pas risqué, mais nécessaire. Il avait du talent pour les affaires et décrochait des contrats plus importants que je n'aurais imaginé possible pour notre petit atelier. Bientôt, nous avons dû embaucher 2 couturières pour m'aider. Cette même année, j'ai découvert que j'attendais un 2e enfant. Notre fille, Marie, est née en décembre. Une petite fille aux joues roses et aux yeux curieux comme ceux de son père. Notre famille grandissait en même temps que notre entreprise. En 1968, nous avions déjà 6 employés et nous avions déménagé dans un petit atelier, mais entièrement à nous. « Confection Nouvel Horizon », disait l'enseigne à l'entrée, un nom choisi par Pierre. « Parce que nous regardons toujours vers l'avenir », expliquait-il. C'est aussi cette année-là que j'ai remarqué les premiers changements dans le comportement de Pierre. Cela a commencé par de petites choses, des retours plus tardifs à la maison, des appels téléphoniques qu'il coupait dès que je m'approchais, un parfum différent que je sentais parfois quand il rentrait. Rien que je puisse affirmer avec certitude, juste un malaise, une intuition que j'essayais d'ignorer. Notre routine suivait son cours. Nous nous levions tôt, emmenions les enfants à l'école maternelle, allions à l'atelier. Je m'occupais de la production, tandis que Pierre gérait les fournisseurs et les clients. Le soir, nous rentrions à la maison, dînions en famille, mettions les enfants au lit. Une vie ordinaire, la même que tant d'autres couples qui construisaient à leurs rêves dans ce Paris qui ne cessait de grandir. En 1970, notre 3e enfant, Paul, est arrivé pour compléter notre famille. Un bébé calme qui pleurait rarement. Pierre semblait moins enthousiaste à propos de cette grossesse, mais j'ai attribué cela à la fatigue et aux soucis concernant l'entreprise, qui traversait sa première crise sérieuse en raison du manque de certains matériaux importés que nous utilisions. C'est vers cette époque que les absences de Pierre sont devenues plus fréquentes. Des voyages d'affaires qui duraient auparavant 2 jours s'étendaient maintenant sur 1 semaine. Quand je l'interrogeais, il s'irritait, disant que je ne comprenais pas la pression qu'il subissait pour maintenir notre famille et notre entreprise. Sans moi, Margot, nous serions encore dans cette petite chambre du fond avec toi, en train de coudre jusqu'à l'aube, disait-il, comme si notre succès était exclusivement dû à lui. Et peu à peu, j'ai commencé à le croire. Après tout, c'était lui qui traitait avec les banques, avec les grands clients, avec les chiffres. Que savais-je, au-delà de la couture et des soins aux enfants? En 1975, notre atelier employait déjà 28 personnes. Nous avions acheté une maison plus grande, dans un meilleur quartier. Les enfants fréquentèrent de bonnes écoles. De l'extérieur, nous étions l'image de la famille qui avait réussi. Pierre était respecté dans la communauté d'affaires locale et j'étais considérée comme l'épouse dévouée, mère exemplaire, qui aidait à l'entreprise familiale. Mais à la maison, le silence grandissait entre nous. Nous étions devenus comme 2 étrangers partageant le même espace. Nous dormions dans le même lit, mais nous nous touchions rarement. Les conversations se limitaient aux enfants et aux questions pratiques. Pierre passait de plus en plus de temps dehors et je me demandais où j'avais échoué, ce que j'avais fait pour perdre cet amour qui semblait si fort au début. Un soir d'octobre 1978, Pierre m'a annoncé que nous devrions voyager dans le sud la semaine suivante. Un fournisseur important voulait nous rencontrer personnellement avant de conclure un gros contrat. « Ce sera bon pour nous », a-t-il dit. Quelques jours loin de la ville, juste nous 2, comme autrefois. Il y avait quelque chose dans son ton qui me semblait étrange, mais j'ai accepté. Peut-être était-ce une chance de raviver notre relation. Les préparatifs du voyage m'ont animée. J'ai laissé les enfants avec ma sœur aînée, qui adorait ses neveux et nièces. J'ai préparé des vêtements légers, puisque nous allions dans une région plus chaude. Pierre semblait plus attentif, me demandant si j'étais enthousiaste, si j'avais besoin de quelque chose pour le voyage. Ce comportement, après tant de temps d'indifférence, m'a donné de l'espoir. La veille du départ, alors que Pierre prenait sa douche, j'ai décidé d'organiser les vêtements qu'il emporterait.
C'est alors que j'ai trouvé dans la poche intérieure de sa veste grise le billet qui allait tout changer. Un petit morceau de papier soigneusement plié, écrit d'une calligraphie délicate qui n'était définitivement pas la mienne. Tout est prêt pour jeudi. L'accident doit se produire dans le virage de la Corniche, où il n'y a pas de garde-fou. Assure-toi de t'en sortir indemne. Je t'attendrai à Marseille. Comme convenu, avec l'assurance et l'atelier, nous pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, sans elle, sur notre chemin. Je t'aime, S. J'ai lu et relu ces mots, essayant de comprendre, ou plutôt, essayant de comprendre ce qui était bien clair devant mes yeux. Mon mari et sa maîtresse planifiaient de me tuer, et la date prévue était dans seulement 3 jours, pendant notre voyage. Les mains tremblantes, j'ai remis le billet exactement où il était. Pierre ne devait pas savoir que j'avais découvert son plan. Non, je devais encore réfléchir, planifier, agir avec prudence. Ma vie en dépendait, et il ne restait que 3 jours. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Couché à côté de l'homme qui planifiait ma mort, je feignais de dormir tandis que mon esprit travaillait frénétiquement. Chaque bruit de la maison me faisait sursauter. Chaque mouvement de Pierre dans le lit faisait s'accélérer mon cœur. Se rendrait-il compte de ma respiration irrégulière? Remarquerait-il mes mains glacées, mon corps rigide de peur? La lumière de la lune entrait par l'entrebâillement du rideau, éclairant son profil. J'observais ce visage que je connaissais depuis 15 ans, le même visage qui souriait à nos enfants, qui me regardait dans les yeux pendant nos promesses d'amour éternel. Comment pouvait-il maintenant abriter des pensées aussi sombres? Comment pouvait-il planifier froidement de mettre fin à mon existence? Quand l'horloge a marqué 5 heures du matin et que les premiers oiseaux ont commencé à chanter dehors, j'ai pris ma décision. Je ne serai pas une victime. Je ne laisserai pas mes enfants orphelins de mère. Je devais agir, mais avec intelligence. Un faux pas et Pierre anticiperait ses plans, ou pire, y inclurait les enfants. Je me suis levée silencieusement, comme je le faisais tous les matins, et j'ai préparé le petit déjeuner comme si c'était un jour normal. Les enfants dormaient encore. Quand Pierre est apparu dans la cuisine, je me suis efforcée de garder mon sang-froid. « Tu as bien dormi, chérie ?» ai-je demandé, en lui servant un café. « Comme une pierre », a-t-il répondu en souriant. Ce sourire qui, auparavant, me réchauffait le cœur, me donnait maintenant des frissons. « Impatiente pour le voyage ?»« Très. » J'ai menti en lui rendant son sourire. « Ce sera bon de sortir un peu de la routine ?»« Certainement, » a-t-il dit. Et pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose de sinistre dans son regard, ou peut-être n'était-ce que ma peur qui projetait des ombres là où il n'y en avait pas. Après que Pierre soit parti pour l'atelier, j'ai téléphoné à mon frère Jean à Marseille. Je ne pouvais pas risquer d'utiliser le téléphone de l'atelier. Pierre pourrait le découvrir. Jean était le seul en qui j'avais une confiance totale. 3 ans plus âgé que moi, il était devenu commissaire de police après des années comme inspecteur. « Je dois te voir aujourd'hui », ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. « C'est urgent, mais je ne peux pas en parler au téléphone. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Jean a toujours été perspicace. « Il s'est passé quelque chose de grave, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je chuchoté en regardant autour de moi, bien que je sois seule à la maison. « Mais je ne veux pas impliquer les enfants. Je peux venir chez toi aujourd'hui ? » « Bien sûr, je t'attendrai. » J'ai raccroché le téléphone et j'ai respiré profondément. L'étape suivante serait d'inventer une excuse pour Pierre. J'ai dit que je devais visiter une mercerie à Marseille qui avait des pièces exclusives pour une robe spéciale que je confectionnais pour l'épouse d'un client important. C'était un mensonge plausible. Pierre savait à quel point je m'efforçais de satisfaire les clients importants. « Tu vas et reviens aujourd'hui même ?» a-t-il demandé quand j'ai téléphoné à l'atelier. « Oui, c'est rapide », ai-je répondu. « Je serai de retour avant le dîner. »« Tu es sûr que ça ne peut pas attendre après notre voyage ?» J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Il y avait une insistance dans sa voix qui n'était pas normale. Malheureusement non. « La commande est pour la semaine prochaine », ai-je inventé. « Mais ne t'inquiète pas, ça ne perturbera pas nos préparatifs. » Il a accepté, un peu contrarié. Je me suis habillée soigneusement, choisissant des vêtements que je porterais normalement pour visiter des fournisseurs. Rien ne devait éveiller les soupçons. Avant de partir,
je suis entré dans le bureau de Pierre à la maison et, le cœur battant, j'ai cherché d'autres preuves. Au fond d'un tiroir fermé à clé que j'ai ouvert avec un trombone, j'ai trouvé des documents qui ont confirmé mes pires craintes. Il y avait une assurance vie à mon nom, récemment contractée, d'un montant bien supérieur à ce qui serait raisonnable pour notre situation. J'ai aussi trouvé un Nouveau Testament signé par moi, ou plutôt, avec ma signature contrefaite, où je léguais prétendument tout à Pierre en cas de décès. Dans un dossier séparé se trouvaient les actes de propriété de l'atelier et de la maison, avec des modifications récentes dont je ne me souvenais pas avoir signé. D'une main tremblante, j'ai fait des copies des documents les plus importants, en utilisant le petit duplicateur que nous gardions pour les travaux de l'atelier. J'ai tout rangé soigneusement dans mon sac et je suis parti, non sans avoir embrassé mes enfants qui rentrèrent de l'école pour le déjeuner. Serait-ce la dernière fois que je les verrais ? Cette pensée m'a terrifiée, mais je l'ai écartée. Je devais rester forte, lucide. Le voyage jusqu'à Marseille n'a jamais semblé aussi long. Dans le train, chaque secousse, chaque arrêt me faisait regarder par la fenêtre, craignant de voir la voiture de Pierre me suivre. Quand je suis finalement arrivé au commissariat où Jean travaillait, mes jambes me soutenaient à peine. Mon frère a immédiatement perçu que quelque chose n'allait vraiment pas. Il m'a emmené dans un bureau privé et a fermé la porte. « Parle, Margot. Que s'est-il passé ?» Les mots sont sortis en torrent. Je lui ai raconté le billet, les documents trouvés, le voyage planifié. Je lui ai montré les copies que j'avais faites. Jean écoutait en silence, son visage devenant plus grave à chaque minute. « Tu es sûr de tout ça ?» a-t-il demandé quand j'ai terminé. « C'est une accusation très grave. »« J'en suis sûr, » ai-je répondu en sentant une larme couler. « S'il te plaît, Jean, tu dois me croire. Je ne suis pas folle. Il va me tuer si je pars en voyage. » Jean a examiné les documents, pensif. « L'assurance à elle seule est déjà suspecte, » a-t-il commenté. « Et cette signature sur le testament ne ressemble pas beaucoup à la tienne, mais nous avons besoin de plus de preuves pour l'attraper. »« Plus de preuves !» me suis-je exclamé, incrédule. « Que te faut-il de plus ? Une confession écrite ? » « Ce serait l'idéal, » a-t-il répondu sans humour. « Écoute, Margot, je connais bien ce genre d'affaires. Si nous agissons précipitamment, sans preuves concrètes, il pourrait s'en sortir et alors tu serais en danger encore plus grand. » J'ai passé mes mains sur mon visage, désespéré. « Et que suggères-tu que je fasse ? Que j'aille au voyage et attende qu'il me pousse d'une falaise ? » « Bien sûr que non, » a répondu Jean, en tenant mes mains. « Tu n'iras pas à ce voyage sous aucun prétexte, mais tu ne peux pas non plus simplement disparaître. » Cela l'alerterait. À ce moment-là, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée risquée, mais qui pourrait fonctionner. Et si, ai-je commencé, hésitante, et si je faisais semblant de ne rien savoir, mais que je créais une situation où il devrait reporter ses plans ? Jean m'a regardé avec intérêt. Quel genre de situation ? Je ne sais pas encore avec certitude, ai-je avoué. Mais il faut que ce soit quelque chose qui n'éveille pas les soupçons, quelque chose qui paraisse tout à fait naturel. Nous avons passé les heures suivantes à élaborer un plan. Jean utiliserait ses contacts pour enquêter plus en profondeur sur les finances de Pierre et cette fameuse S du billet. Moi, de mon côté, je trouverais un motif pour reporter le voyage sans éveiller les soupçons. Quand je suis sorti du commissariat, c'était déjà presque la nuit. Jean a insisté pour m'accompagner jusqu'à la gare. « Tu es sûr que tu ne veux pas rester ici avec moi et Thérèse ?» a-t-il demandé, mentionnant sa femme. « Ce serait plus sûr. »« Je ne peux pas, » ai-je répondu. « Les enfants sont à la maison et si je disparais comme ça, Pierre va se douter de quelque chose. Je dois maintenir les apparences jusqu'à ce que nous ayons un plan concret. » Dans le train de retour, j'ai élaboré mentalement ce que je dirais à Pierre. J'ai décidé que j'utiliserais notre fils cadet comme excuse. Paul, qui n'avait que 8 ans, avait présenté des fièvres inexpliquées ces derniers mois. Rien de grave, selon les médecins, mais suffisant pour me donner une justification plausible. Quand je suis arrivée à la maison, Pierre était déjà là, aidant les garçons avec leurs devoirs. Une scène si normale, si familière, que pendant un moment j'ai douté d'avoir imaginé tout cela. Mais alors j'ai vu la veste grise accrochée au porte-manteau du couloir, et la réalité m'a frappée à nouveau.
Tu as trouvé ce que tu cherchais à Marseille » a-t-il demandé, l'air détaché. « Oui » ai-je répondu, forçant un sourire. Et j'ai même eu le temps de rendre visite à Thérèse et Jean. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'inquiétude, de la colère, mais cela a rapidement disparu. « Tant mieux » a-t-il dit, reportant son attention sur les cahiers d'école. « Le dîner est presque prêt. Marie est en train de finir de le préparer. » Ce soir-là, alors que je servais le dîner et écoutais les histoires des enfants sur leur journée à l'école, je me sentais comme une actrice sur une scène étrange. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire était calculé. Je devais paraître normale, insouciante. Pierre m'observait plus que d'habitude. Ou était-ce juste mon imagination? Après que les enfants furent couchés, il s'est assis avec moi dans le salon, un verre de cognac à la main, une habitude récente que je n'avais jamais approuvée. « Alors, tout est prêt pour le voyage? Nous partons après-demain » a-t-il commenté, m'observant par-dessus son verre. C'était le moment. J'ai respiré profondément. « En fait, ai-je commencé, essayant de paraître naturel, je me demandais si nous ne pourrions pas reporter d'1 semaine. » Il s'est visiblement raidi. « Reporter? Pourquoi? » « C'est Paul, » ai-je expliqué, reconnaissante que ma voix ne tremble pas. Aujourd'hui, quand je suis rentrée, il avait de la fièvre à nouveau. Je suis inquiète. Et si c'était cette mononucléose dont le médecin a parlé? Je ne me sentirais pas bien de voyager en le laissant comme ça. Les enfants iront bien chez ta sœur, a argumenté Pierre. Une pointe d'irritation dans sa voix. Et ce n'est qu'une petite fièvre, tu t'inquiètes trop. Même ainsi, ai-je insisté, ferme mais douce, je préfère reporter d'1 semaine seulement. Je veux être sûre qu'il va bien avant que nous voyagions. Pierre m'a fixé pendant un long moment. J'ai soutenu son regard, bien qu'intérieurement je tremblais. Finalement, il a soupiré. « D'accord » a-t-il cédé, mais j'ai remarqué sa contrariété. « Je vais appeler Moreau demain et reporter. Mais seulement 1 semaine, Margot. Ce contrat est trop important pour qu'on le perde. » « Bien sûr, chérie. » J'ai acquiescé, sentant un soulagement momentané. J'avais gagné du temps, peu, mais précieux. Cette nuit-là, de nouveau, j'ai faim de dormir tout en planifiant ma prochaine étape. La semaine supplémentaire que j'avais obtenue serait cruciale. Jean aurait besoin de ce temps pour rassembler les preuves nécessaires, et j'en aurais besoin pour rassembler mon courage, car au fond, je savais que la vraie bataille était encore à venir. À côté, Pierre dormait tranquillement, sans savoir que son plan parfait commençait à s'effondrer. Et moi, pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce billet fatal, je me suis permis un aperçu d'espoir. Je survivrais à cela, pour moi, pour mes enfants, et peut-être, juste peut-être, en ressortirais-je plus forte de l'autre côté de cette obscurité. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi que je n'aurais jamais imaginé être capable d'accomplir. Chaque petit déjeuner, chaque dîner en famille, chaque conversation banale avec Pierre, c'était comme marcher sur des éclats de verre. Je souriais quand je voulais crier, je feignais la normalité alors qu'intérieurement, je tremblais de peur et de colère. Paul, mon petit dernier, sans le savoir, devint mon alibi. J'ai demandé à mon amie Sylvie, infirmière au dispensaire, de m'aider. Elle venait tous les jours, et devant Pierre, elle examinait le petit et parlait de symptômes que nous devions surveiller. Paul, toujours vif, a compris que quelque chose d'étrange se passait, mais il a suffi d'un regard de ma part pour qu'il joue son rôle à la perfection, se plaignant de maux de tête inexistants et feignant la faiblesse quand son père était dans les parages. « Je crois qu'il va mieux », ai-je commenté à Pierre le 4e jour pendant que je faisais la vaisselle du dîner. Mais le docteur Dubois a demandé encore quelques jours d'observation. Tu sais comment sont ces virus infantiles? Ils peuvent se compliquer soudainement. Pierre a frappé du poing sur la table, faisant sursauter les enfants. Encore quelques jours, Margot. Nous avons déjà reporté 1 fois. Moreau n'attendra pas éternellement. Je me suis tournée vers lui, essuyant mes mains sur le tablier, m'efforçant de paraître calme alors que mon cœur s'emballait. Juste 3 jours de plus, chérie. Qu'est-ce que 3 jours comparés à la santé de notre fils? Il m'a longuement regardé, et j'ai vu quelque chose de calculateur dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Comment ai-je pu être aveugle pendant si longtemps?
Comment n'ai-je pas perçu la froideur qui se cachait derrière ce charme? Très bien, a-t-il finalement accepté, forçant un sourire pour les enfants qui observèrent la scène avec confusion. 3 jours, pas un de plus. Ce soir-là même, après que tous se furent endormis, je suis sortie silencieusement du lit et je suis allée au téléphone dans la cuisine. J'ai appelé Jean, parlant en chuchotement presque inaudible. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Oui, » a-t-il répondu, sa voix grave. « Et ce n'est pas joli, Margot. Ton mari mène une double vie depuis au moins 2 ans. La femme s'appelle Sophie Martin, secrétaire dans la société de transport que vous utilisez. Ils ont un appartement à Marseille, où ils se retrouvent régulièrement pendant ses voyages d'affaires. Je me suis adossée au mur, sentant mes jambes faiblir. Sophie Martin. Alors c'était le visage derrière le S du billet. Une femme que j'avais probablement saluée lors d'un événement de l'entreprise. Peut-être lui avais-je même souri, sans savoir qu'elle planifiait ma mort. Il y a plus, a continué Jean. Pierre a retiré pratiquement toutes vos économies le mois dernier et l'atelier est endetté à cause de dettes qu'il t'a cachées. D'après ce que j'ai découvert, il a falsifié ta signature sur plusieurs prêts. Mon Dieu, ai-je murmuré, serrant fort le combiné. Pourquoi, Jean? Pourquoi ferait-il cela? L'argent, Margot, c'est toujours pour l'argent. L'assurance à ton nom est d'un montant très élevé. Avec toi, hors du chemin, il recevrait suffisamment pour payer les dettes et il en resterait pour commencer une nouvelle vie avec elle. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de douleur pour la trahison. Celles-là, je les avais déjà versées en secret ces derniers jours. C'étaient des larmes de colère, d'indignation. Comment a-t-il pu transformer nos 15 années ensemble, nos enfants, nos rêves partagés en rien? Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, essuyant mon visage avec détermination. J'ai déjà assez de preuves pour une dénonciation formelle, a répondu Jean. Mais ce serait ta parole contre la sienne dans le cas du plan d'assassinat. Nous avons besoin de quelque chose de plus concret, idéalement une confession. Et comment obtiendrions-nous cela? Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. J'ai un plan, mais c'est risqué, très risqué. Le lendemain matin, pendant que je préparais le café, j'ai accidentellement laissé tomber une tasse qui s'est brisée sur le sol de la cuisine. Pierre, assis à la table lisant le journal, a levé les yeux, irrité. « Excuse-moi », ai-je dit, me baissant pour ramasser les morceaux. Je suis tellement distraite ces derniers temps. Je crois que c'est l'inquiétude pour Paul et ce voyage. Il a juste grogné et est retourné à son journal. Il ne s'est pas offert à m'aider. Un autre signe des petits changements qui s'étaient produits au fil des ans et que, dans mon aveuglement amoureux, j'avais ignoré. Je pensais, ai-je continué tout en balayant les débris, que tu pourrais partir en avance pour la réunion avec Moreau. Je te rejoindrai dès que Paul ira mieux. Je ne veux pas que tu rates cette opportunité à cause de moi. Pierre a baissé le journal et quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'intérêt? Du soulagement? Ça ne te dérangerait pas? Bien sûr que non, ai-je répondu avec un sourire. Je sais combien ce contrat est important pour nous. Je peux prendre un train et te rejoindre à l'hôtel le lendemain ou au plus tard 2 jours après. Il a semblé considérer l'idée un moment, puis a acquiescé. Ça a du sens. Je pars demain. Je règle les détails initiaux avec Moreau et tu me rejoins plus tard. La route de la Corniche est dangereuse, mais François peut t'emmener. François était notre chauffeur à l'atelier, un homme de confiance qui travaillait avec nous depuis des années. En fait, ai-je dit, essayant d'avoir l'air détaché, je préfère y aller seul. Tu sais comme j'ai le mal des transports sur les routes sinueuses, je ne veux pas être embarrassé devant François. Pierre a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. Comme tu voudras, mais préviens-moi quand tu partiras pour que je t'attende à la gare. Bien sûr, ai-je acquiescé, sentant mon cœur s'accélérer. Le plan était en mouvement. Cet après-midi-là, pendant que Pierre était à l'atelier, j'ai finalisé les préparatifs avec Jean. Mon frère viendrait avec 2 enquêteurs de confiance le lendemain, avant le départ de Pierre. Le plan était simple et terriblement risqué. Je confronterai Pierre au sujet du billet et des découvertes, avec Jean et les policiers cachés dans la pièce d'à côté, enregistrant tout. S'il avoue, nous aurons des preuves pour l'arrêter, a expliqué Jean. Sinon, je serai en danger encore plus grand, ai-je complété, sentant le poids de la situation. Mais quel choix avons-nous? Cette nuit-là,
je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Pierre transformé en un masque de haine, ses mains tendues vers moi, non avec tendresse, mais avec une intention meurtrière. Comment un homme que j'avais tant aimé pouvait-il se transformer en cela? Quand le soleil s'est enfin levé, j'étais déjà debout. J'ai préparé un petit déjeuner spécial. Œufs, bacon, pain frais, les préférés de Pierre. Ce serait notre dernier repas ensemble, d'une façon ou d'une autre. Les enfants étaient déjà partis pour l'école. J'avais insisté pour que Paul se sente assez bien pour y aller, malgré les protestations de Pierre. Je ne voulais pas qu'ils assistent à ce qui allait suivre. Jean est arrivé à 9 heures, accompagné de 2 hommes discrètement vêtus en civil. Ils ont rapidement installé un magnétophone dans la pièce à côté du salon et se sont positionnés, invisibles, mais alertes. Mon frère a tenu mes mains glacées entre les siennes. « Tu es sûre de cela, Margot ? Nous pouvons encore trouver une autre façon. » Je n'ai pas répondu, sentant un étrange calme m'envahir. Je dois en finir aujourd'hui. Je ne vivrai pas un jour de plus avec cette peur. Quand la voiture de Pierre s'est garée devant l'entrée, Jean et les autres se sont cachés. Je suis resté dans le salon, les mains croisées sur les genoux, le billet incriminant sur la table basse. J'ai entendu la porte s'ouvrir, les pas familiers dans le couloir. « Margot, je suis sur le départ. Je suis juste venue chercher la pochette de documents que j'avais oubliée. » Il est entré dans le salon et s'est brusquement arrêté en me voyant assise, sérieuse, l'attendant. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose est arrivé à Paul ? » « Assieds-toi, Pierre, » ai-je dit d'une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. Ferme, sans tremblement. « Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, Margot. Le train part dans 1 heure. »« Assieds-toi, » ai-je répété, cette fois avec plus de force. Ou dois-je t'appeler par un autre nom, peut-être assassin ? Son visage a visiblement pâli. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait nier, me crier dessus, sortir en claquant la porte. Mais alors, lentement, il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. « De quoi parles-tu, Margot ? Tu es devenue folle ?» Sans dire un mot, je lui ai poussé le billet. Ses yeux sont descendus vers le papier, puis sont remontés vers moi, maintenant glacés, calculateur. « Où as-tu trouvé ça ? » Dans la poche de ta veste, la veille de notre prétendu voyage pour voir un fournisseur. Un voyage dont tu prévoyais de revenir seul. Un silence pesant est tombé sur nous. Pierre semblait calculer ses options, ses yeux allant de la porte à moi, au billet. « C'est absurde, » a-t-il finalement dit, forçant un rire. « Ce billet peut signifier n'importe quoi. Tu interprètes tout de travers, comme toujours. Cette imagination que tu as. Je n'imagine pas l'assurance vie d'1 million que tu as fait à mon nom, ai-je coupé. Ni le testament avec ma signature contrefaite, ni les rendez-vous avec Sophie Martin à Marseille. » Il s'est levé brusquement, le visage tordu en un masque de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu m'as espionné ? Qui t'en a donné le droit ? » « Le même droit que tu t'es donné de planifier ma mort, » ai-je répondu sans reculer. 15 ans ensemble, Pierre. 3 enfants, et tu allais me pousser d'une falaise comme si je n'étais rien. Il a passé ses mains dans ses cheveux, visiblement agités. « Tu ne comprends rien, Margot, rien. L'atelier croule sous les dettes. Nous avons des créanciers qui frappent à la porte. Dans quelques mois, nous perdrons tout. »« Tout ? Et la solution était de me tuer ?» ai-je demandé, incrédule. « Pourquoi ? Pour de l'argent ? Pour elle ? » ?»« Pour nous deux, » a-t-il crié en frappant la table. « Pour moi, pour toi, pour nos enfants. L'assurance paierait toutes les dettes. Il en resterait pour que les enfants aient une bonne éducation. Pendant que tu vivrais heureux avec ta maîtresse, » ai-je complété amèrement. Il s'est approché, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de désespoir. « C'est elle qui a suggéré, tu sais. Sophie a dit que ce serait rapide, indolore. Un accident sur la corniche, personne ne soupçonnerait rien et tout le monde y gagnerait. »« Tout le monde, sauf moi, » ai-je répondu, sentant un calme étrange m'envahir. « Je serais morte, Pierre. »« Mais ce serait pour un bien plus grand, » a-t-il insisté, comme si cela justifiait tout. « Tu ne vois pas ? Je me sacrifierais aussi. Je vivrais avec la culpabilité pour le reste de ma vie. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un étranger, un homme que je ne reconnaissais plus, un homme capable de rationaliser le meurtre de sa propre femme comme un sacrifice nécessaire. « Quand es-tu devenu ce monstre ?» Il s'est approché davantage et instinctivement j'ai reculé. « Je ne suis pas un monstre, »
a-t-il dit à voix basse. Je suis un homme acculé, faisant ce qui est nécessaire pour sa famille. Non, ai-je répondu en me levant. Un vrai homme affronterait ses problèmes avec honnêteté. Il parlerait à sa femme des dettes, il chercherait des solutions ensemble. Il ne planifierait pas de la tuer. Quelque chose a changé dans ses yeux. Alors, le masque de rationalisation est tombé, révélant une fureur froide, calculatrice. « Et que vas-tu faire maintenant, Margot ? Me dénoncer à la police, détruire notre famille ? Nos enfants grandiront en sachant que leur père est en prison. C'est ce que tu veux ? Je veux la justice, ai-je répondu simplement. Il a ri sans humour. La justice ? Ne sois pas naïve, ta parole contre la mienne. Ce billet pourrait être à propos de n'importe quoi. Et qui te croirait ? Une simple femme au foyer hystérique contre moi ? Un respectable homme d'affaires ? C'était à mon tour de sourire, bien que sans joie. Ce n'est pas ma parole contre la tienne, Pierre, c'est ta propre confession. À ce moment, comme convenu, Jean et les 2 enquêteurs sont sortis de la pièce, le magnétophone en main. Pierre a pâli, regardant de l'un à l'autre comme un animal acculé. « Toi » a-t-il commencé, se tournant vers moi, les poings serrés. Jean a fait un pas en avant, se plaçant entre nous. « N'y pense même pas » a-t-il averti, sa voix dure comme l'acier. Tu as déjà assez de problèmes. Tentative d'homicide, falsification de documents, fraude. Veux-tu ajouter agression sur un officier à la liste ? Les moments suivants furent de flou. Pierre a tenté de s'enfuir, mais les enquêteurs ont été plus rapides. Il y a eu des cris, des menaces, des promesses de vengeance. J'ai assisté à tout cela comme si j'étais hors de mon corps, dans un étrange état d'engourdissement. Quand ils l'ont finalement emmené, menotté et criant toujours que je le regretterais, je suis tombée assise sur le canapé, tremblant incontrôlablement. Jean s'est assis à côté de moi, passant son bras autour de mes épaules. « C'est fini, Margot », a-t-il murmuré. « Tu as réussi. Tu es en sécurité maintenant. » Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas fini. De bien des façons, c'était seulement le début. Il y avait les enfants à protéger, la vérité à expliquer, une entreprise criblée de dettes à sauver, toute une vie à reconstruire. J'ai regardé par la fenêtre, voyant la voiture de police s'éloigner, emportant l'homme qui un jour avait juré de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort avait failli nous séparer, en effet, mais pas de la façon qu'il avait prévue. À ce moment, je me suis fait une promesse à moi-même. Je survivrai à cela aussi. Je transformerai cette tragédie en force, cette trahison en leçon, pour moi, pour mes enfants, pour l'avenir que nous avions encore le droit de construire. Le chemin serait long et douloureux, mais je le parcourrai, un pas à la fois. Ce soir-là, avec Pierre en détention et la réalité de notre situation exposée comme une plaie ouverte, je me suis assise dans la cuisine vide, attendant que mes enfants reviennent de chez ma sœur. Le silence était assourdissant. 15 ans de mariage, toute une vie construite ensemble, effondrée en quelques jours. Comment le dirais-je aux enfants ? Que dirais-je pour expliquer pourquoi leur père ne reviendrait pas à la maison ? Thomas avait 14 ans, Marie 12 et le petit Paul seulement 8. Trop jeune pour comprendre la monstruosité de ce qui s'était passé, mais assez âgé pour ressentir la douleur de l'absence, la stigmatisation, les questions inévitables. Quand les 3 sont entrés par la porte, les visages animés par l'après-midi de jeu avec leurs cousins, mon cœur s'est serré. Je les ai appelés près de moi. Nous nous sommes assis dans le salon et, avec des mots simples, soigneusement choisis, je leur ai dit que leur père avait fait des choses mauvaises, des choses qui avaient blessé notre famille et qu'il devrait rester loin pendant un certain temps. « Il ne nous aime plus ?» a demandé Paul avec des larmes dans les yeux. « L'amour est compliqué », ai-je répondu, caressant ses cheveux. Parfois les gens font de mauvais choix, même en aimant. Mais je vous aime assez pour nous deux, et nous irons bien. Je le promets. Thomas, toujours le plus observateur, me regardait avec une intensité qui suggérait qu'il comprenait plus que ce que j'avais dit. Marie pleurait silencieusement, serrant son ours en peluche déjà usé. Cette nuit fut la première de nombreuses où nous avons tous dormi ensemble dans mon grand lit, comme des chiots cherchant chaleur et sécurité. Le lendemain matin, la réalité pratique de notre situation m'a frappé de plein fouet.
Jean est arrivé tôt, apportant les documents de l'atelier qu'il avait réussi à récupérer des archives de Pierre. « La situation est pire que nous l'imaginions, Margot », a-t-il expliqué, étalant des papiers sur la table de la cuisine. Pierre n'a pas seulement contracté des prêts, il a détourné de l'argent, n'a pas payé les fournisseurs, a retardé les impôts. L'atelier est pratiquement en faillite. J'ai regardé les chiffres, les termes juridiques complexes, me sentant couler dans des sables mouvants de désespoir. Moi qui ne savais que coudre et gérer la maison, comment pourrais-je affronter tout cela? Peut-être serait-il préférable de vendre ce qui reste? A suggéré Jean gentiment. Liquider les dettes possibles et recommencer à zéro. Vendre, ai-je répété, le mot semblant étrange dans ma bouche. Vendre l'atelier que nous avons construit avec tant de sacrifices, qui fait vivre non seulement notre famille, mais 28 autres familles d'employés. Non, Jean, il doit y avoir une autre solution. Il m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Margot, tu n'as pas d'expérience en administration, en finance. Comment comptes-tu sauver une entreprise au bord de la faillite? J'ai levé le menton, sentant une détermination féroce naître en moi. Je vais apprendre. J'ai toujours appris vite. Dans les jours qui ont suivi, j'ai transformé le salon de la maison en un bureau improvisé. J'ai engagé le comptable de l'atelier, M. Gérard, un homme qui m'avait toujours traité avec respect, pour m'enseigner les fondamentaux de la comptabilité et de la gestion. J'ai passé des nuits à étudier, pendant que les enfants dormaient, absorbant des termes et des concepts qui auparavant me semblaient si éloignés de mon monde. Ma première visite à l'atelier après l'arrestation de Pierre fut une épreuve du feu. Les employés me regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Certains chuchotaient quand je passais. D'autres, plus loyaux envers Pierre, dissimulaient à peine leur dédain pour cette femme qui osait marcher sur le territoire masculin des affaires. J'ai réuni tout le monde dans l'atelier principal. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. « Je sais ce que vous pensez », ai-je commencé. « Que peut faire cette femme qui ne sait que coudre et élever des enfants pour sauver nos emplois? Peut-être avez-vous raison de douter. Je n'ai pas l'expérience de M. Pierre, ni ses contacts, mais j'ai quelque chose qu'il a perdu en chemin. L'intégrité et la détermination d'une femme qui n'a rien à perdre. » J'ai brièvement expliqué la situation de l'entreprise, sans entrer dans les détails sordides de la trahison de Pierre. J'ai parlé des dettes, des défis que nous affronterions, puis j'ai proposé un plan. Nous devrons faire des sacrifices pendant quelques mois. Peut-être devrons-nous travailler plus pour moins. Peut-être devrons-nous réduire la production, nous concentrer uniquement sur les lignes les plus rentables. Ce ne sera pas facile. Certains d'entre vous peuvent préférer chercher des emplois plus sûrs, et je comprendrai. Mais pour ceux qui resteront, je promets, si nous parvenons à surmonter cette crise, tous seront justement récompensés. À la fin de la réunion, 3 employés ont démissionné. Les 25 autres ont décidé de rester. Beaucoup d'entre eux, les mêmes femmes qui, des années auparavant, m'avaient enseigné les secrets de la couture industrielle, qui avaient applaudi quand j'ai donné naissance à mes enfants, qui maintenant me regardaient non avec pitié, mais avec une nouvelle forme de respect. L'année 1979 fut la plus difficile de ma vie. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner des enfants, les préparer pour l'école. Je travaillais à l'atelier jusqu'au soir, souvent cousant aux côtés des ouvrières quand il manquait du personnel. Je rentrais à la maison, aidais aux devoirs, préparais le dîner et ensuite, quand tout le monde dormait, j'étudiais les bilans, les propositions, les stratégies de renégociation de dettes. Le divorce fut un autre défi. À cette époque, une femme divorcée portait un lourd stigmate, surtout dans notre cercle social conservateur. Des voisines qui auparavant m'invitaient pour le café de l'après-midi traversaient maintenant la rue pour éviter de me rencontrer. Des mères de camarades d'école de mes enfants oubliaient de les inclure dans les fêtes d'anniversaire. Le prêtre de la paroisse a suggéré que je reconsidère ma décision, comme si pardonner une tentative d'assassinat était une vertu chrétienne. Mais pour chaque porte qui se fermait, une autre s'ouvrait. J'ai découvert un réseau de soutien inattendu, des femmes qui avaient vécu des situations similaires, bien que rarement aussi extrêmes. Des commerçants locaux qui offraient de petites remises ou des délais prolongés. Le professeur de Thomas, qui a commencé à donner des cours supplémentaires de mathématiques aux garçons, reconnaissant en lui
un talent que son propre père n'avait jamais remarqué. À l'atelier, j'ai mis en œuvre des changements auxquels Pierre s'était toujours opposé. Nous avons créé une ligne de vêtements pour enfants en utilisant des chutes qui étaient auparavant jetées. Une suggestion de Marie, qui adorait les petits vêtements colorés que je faisais pour ses poupées. J'ai remanié le système de commission, offrant des incitations à ceux qui apportèrent de nouveaux clients ou des idées innovantes. Et plus important encore, j'ai apporté mon expérience féminine à une entreprise qui, sous la direction de Pierre, ignorait complètement les besoins réels des femmes qui achetaient nos vêtements. « Pourquoi les poches des robes sont-elles si petites ?» ai-je demandé un jour lors d'une réunion de conception. « Parce que c'est plus élégant », a répondu le designer, répétant ce qu'il avait toujours entendu de Pierre. Mais est-ce pratique ? Une femme qui travaille, qui a des enfants, n'a-t-elle pas besoin de porter des choses ? Cette simple question a conduit à une refonte complète de notre ligne féminine. Des poches fonctionnelles, des tissus qui ne se froissaient pas facilement, des détails qui facilitaient l'allaitement pour les jeunes mères. Peu à peu, contre toute attente, l'atelier a commencé à se redresser, non sans trébuchement, bien sûr. Il y a eu des mois où nous avons à peine réussi à payer les fournisseurs, des nuits où j'ai pleuré cachée dans la salle de bain, terrorisée par la possibilité d'échouer, de tout perdre, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Le procès de Pierre a eu lieu au milieu de 1980. Ce fut une épreuve supplémentaire. Revivre tout à nouveau, affronter les regards curieux, les questions invasives. Il a été condamné à 12 ans de prison pour tentative d'homicide qualifié et divers délits financiers. Sophie Martin, sa maîtresse, a reçu une peine moindre comme complice, mais suffisante pour garantir que tous deux seraient hors de nos vies pour un bon moment. Les enfants ont réagi différemment. Thomas, l'aîné, est devenu mon bras droit à l'atelier, montrant une aptitude surprenante pour les chiffres et les affaires. Marie s'est tournée vers l'art, transformant sa douleur en magnifiques dessins qui plus tard décoreraient nos emballages. Paul, trop petit pour comprendre complètement, alternait entre des moments de colère et une profonde nostalgie de son père. En 1982, j'ai reçu une proposition d'achat de l'atelier pour une somme considérable. Un entrepreneur de Paris avait entendu parler de notre ligne pour enfants innovante et voulait l'incorporer à sa chaîne de magasins. L'offre était tentante, suffisamment d'argent pour payer toutes les dettes restantes et encore vivre confortablement pendant des années. J'ai appelé mes enfants et les employés les plus anciens pour une réunion. J'ai expliqué la proposition, les pour et les contre. « Qu'en pensez-vous » ai-je demandé, véritablement intéressé par leurs opinions. « Vendre signifierait la sécurité financière », a réfléchi Thomas, toujours pratique. « Mais l'atelier est notre vie », a argumenté Marie. C'est plus qu'une simple entreprise. Une des couturières les plus anciennes, Madame Jeanne, qui m'avait enseigné les premiers points quand je suis entrée dans l'atelier de confection il y a tant d'années, a timidement levé la main. « Vous avez construit cela à partir de rien 2 fois, a-t-elle dit. D'abord avec lui et ensuite seul, quand tout le monde pensait que vous n'y arriveriez pas. Cet atelier est votre témoignage, Madame Marguerite. Il n'a pas de prix. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai refusé l'offre. À la place, j'ai proposé un partenariat. L'entrepreneur vendrait notre ligne pour enfants dans ses magasins, mais la production resterait chez nous, nous permettant de nous développer sans perdre le contrôle. Ce fut la bonne décision. Dans les années qui ont suivi, l'atelier de confection Nouvel Horizon, que j'ai rebaptisé Phénix Couture en 1983, symbolisant notre renaissance des cendres, a grandi de manière constante et durable. De 28 employés, nous sommes passés à 52, puis à 87. Nous avons ouvert une filiale à Lyon, puis une autre à Bordeaux. En 1985, j'ai été invitée à donner une conférence à la Chambre de commerce sur l'entrepreneuriat féminin. Moi, qui avais à peine terminé le collège, parlant à des entrepreneurs et des cadres avec des diplômes universitaires. J'ai tellement tremblé la veille que Marie a plaisanté en disant que j'allais créer un tremblement de terre. Mais quand je suis montée sur scène, regardant cet auditoire majoritairement masculin, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les mots ont coulé naturellement, sans peur. « Je ne suis pas ici parce que je suis spéciale », ai-je commencé. « Je suis ici parce que je suis ordinaire, une femme ordinaire qui, comme tant d'autres,
a été forcée par les circonstances à découvrir une force qu'elle ne savait pas posséder. Le véritable entrepreneuriat ne naît pas nécessairement de l'ambition, mais souvent de la nécessité, du refus d'être victime des circonstances. Cette conférence a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. D'autres femmes ont commencé à me solliciter pour des conseils, pour partager leurs propres histoires de résilience. Nous avons formé un groupe informel de soutien qui, des années plus tard, deviendrait l'Association des femmes entrepreneurs, une entité qui aide aujourd'hui des centaines de femmes à démarrer leur propre entreprise. En 1988, Pierre a été libéré après avoir purgé 8 ans de sa peine, avec une réduction pour bonne conduite. J'ai appris par des connaissances communes qu'il avait quitté Paris, s'installant dans le Sud. Je ne l'ai jamais revu. Les enfants, maintenant adolescents et jeunes adultes, ont choisi de ne pas reprendre contact. C'était leur décision que j'ai respectée, bien que je laisse toujours la porte ouverte au cas où ils changeraient d'avis. Le temps a passé, les enfants ont grandi. Thomas a obtenu son diplôme en gestion et a progressivement pris en charge la direction financière de l'entreprise. Marie a étudié le design et a révolutionné nos collections avec son talent inné. Paul, le cadet qui avait si peu connu du mariage de ses parents, est devenu avocat spécialisé dans le droit des femmes, sa façon de transformer notre traumatisme familial en quelque chose de positif pour les autres. En 1990, à 47 ans, alors que j'avais accepté que ma vie amoureuse était terminée, j'ai rencontré Édouard, un professeur d'université veuf, lors d'un salon professionnel. Ce ne fut pas un coup de foudre. Nous portions tous deux trop de cicatrices pour des romantismes juvéniles. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse que nous avions tous deux traversé le feu et survécu. Notre relation a progressé lentement avec la prudence de ceux qui connaissent le prix de la confiance brisée. Nous nous sommes mariés en 1992 lors d'une cérémonie simple, seulement pour la famille et les amis proches. Édouard n'a jamais essayé de remplacer Pierre comme père. Les enfants étaient déjà adultes, après tout. Au lieu de cela, il est devenu un ami, un conseiller, quelqu'un sur qui il pouvait compter sans les complications du passé. En regardant en arrière maintenant, à 82 ans, je vois que ces 3 jours, les 3 jours qui séparaient ma vie de la mort planifiée par mon mari, furent, en réalité, le début, non la fin. Le début d'un voyage qui m'a mené à des endroits que je n'aurais jamais imaginés, qui m'a forcé à grandir, à apprendre, à découvrir des capacités que je ne savais même pas posséder. Je ne dis pas cela pour romancer le traumatisme. Il n'y a rien de romantique dans la trahison, la violence, la destruction d'une famille. Je le dis parce que j'ai appris que c'est parfois précisément lorsque tout semble perdu que nous découvrons qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes capables. Si vous m'aviez demandé quand j'étais jeune ce que j'espérais de la vie en atteignant 80 ans, je n'aurais jamais imaginé être ici, partageant mon histoire avec tant de personnes. Je n'aurais jamais prévu la paix que j'ai trouvée après tant de turbulences. Et certainement, je n'aurais pas imaginé que ces 3 jours de terreur se transformeraient en la force motrice qui guiderait toute mon existence ultérieure. Le début des années 2000 a apporté de nouveaux défis. La mondialisation a durement touché le secteur textile français. Soudain, nous étions en concurrence avec des produits chinois à des prix auxquels nous ne pouvions même pas rêver de nous aligner. De nombreux ateliers traditionnels ont fermé leurs portes, incapables de s'adapter aux temps nouveaux. Phoenix, cependant, a une fois de plus honoré son nom. Thomas, mon fils aîné, qui dirigeait alors les opérations financières, a proposé une restructuration radicale. « Nous ne pouvons pas rivaliser en volume et en prix, maman », a-t-il expliqué lors d'une réunion familiale tendue. Mais nous pouvons nous démarquer par la qualité, l'exclusivité et l'engagement. Ce fut le début de notre transition vers un modèle d'entreprise plus durable. Nous avons commencé à travailler exclusivement avec du coton biologique et des matériaux écologiquement responsables, bien avant que cela ne devienne tendance. Nous avons réduit le volume de production, mais augmenté la valeur ajoutée de chaque pièce. Nous avons mis en place un programme de formation pour les femmes en situation de vulnérabilité, offrant non seulement des emplois, mais des carrières. Marie, qui était devenue une designer respectée à l'échelle nationale, a créé une ligne spéciale appelée Renaissance. Chaque pièce racontait une histoire de résilience,
et une partie des bénéfices allait à des organisations de soutien aux femmes victimes de violences domestiques. Le projet a gagné des prix internationaux et nous a apporté une visibilité que nous n'avions jamais activement recherchée, mais qui a fini par renforcer encore davantage notre marque. Paul, mon cadet avocat, a établi la Fondation Nouvel Horizon, une entité à but non lucratif dédiée à offrir une assistance juridique gratuite aux femmes en situation de risque. Si ma mère avait eu ce soutien, disait-il souvent dans ses conférences, peut-être que son parcours aurait été moins solitaire. En 2005, j'ai reçu un appel téléphonique qui a rouvert de vieilles blessures. C'était l'avocat de Pierre m'informant de son décès. Un accident de voiture sur la Côte d'Azur, ironiquement similaire à ce qu'il avait planifié pour moi des décennies auparavant. Pendant un moment, je n'ai pas su comment réagir. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse profonde, juste une étrange sensation de clôture. J'ai partagé la nouvelle avec mes enfants individuellement, respectant le droit de chacun de traiter l'information à sa manière. Thomas a reçu la nouvelle avec un hochement silencieux. Marie a pleuré, non pour le père qu'elle avait connu, mais pour le père qu'il aurait pu être. Paul, qui gardait peu de souvenirs réels de Pierre, a semblé le plus ébranlé. Peut-être parce que la mort scellait définitivement l'impossibilité d'une réconciliation qu'au fond, il avait toujours désirée. Nous avons décidé ensemble d'assister aux funérailles, non par obligation sociale ou pour les apparences, mais pour clore ce chapitre avec dignité. La cérémonie fut modeste. Pierre avait apparemment mené une vie discrète après la prison. Sophie, l'ancienne maîtresse, n'était pas présente. J'ai appris plus tard qu'ils s'étaient séparés quelques mois après sa libération. Certaines personnes m'ont regardé avec curiosité, d'autres avec malaise. Je suis restée sereine, tenant la main d'Édouard, mon second mari, dont la présence silencieuse fut mon port d'attache. De retour à Paris, j'ai ressenti une légèreté inattendue, comme si un poids invisible avait été enlevé. Ce n'était pas du pardon. Je n'ai jamais trouvé en moi la capacité de pardonner complètement ce qu'il avait fait. C'était quelque chose de différent, plus complexe, une acceptation, peut-être la compréhension que cette partie de mon histoire, aussi douloureuse qu'elle fut, n'avait plus de pouvoir sur mon présent ou mon avenir. En 2008, à 65 ans, j'ai décidé de m'éloigner progressivement de la gestion active de l'entreprise. Ce ne fut pas une décision facile. Phénix était devenue mon identité depuis si longtemps que je craignais de me perdre sans elle. Mais Édouard, avec sa sagesse tranquille, m'a rappelé « Tu n'es pas l'entreprise, Margot. L'entreprise n'est que l'une des nombreuses choses que tu as construites. » La transition fut méticuleusement planifiée. Thomas a pris la présidence avec Marie comme directrice créative. Paul est resté exclusivement à la fondation, mais participait activement au conseil consultatif de l'entreprise. J'ai créé pour moi le rôle de gardienne des valeurs, une position qui me permettait de continuer à contribuer par mon expérience, sans interférer dans les décisions quotidiennes de la nouvelle génération. Cet éloignement a ouvert un espace pour de nouvelles découvertes. J'ai repris des études formelles, réalisant un vieux rêve de terminer mon baccalauréat. À la surprise de tous, y compris la mienne, je ne me suis pas arrêtée là. À 67 ans, je me suis inscrite à la faculté d'histoire. J'ai choisi d'étudier spécifiquement le rôle des femmes dans le développement industriel de la France. Mes camarades, pour la plupart des jeunes de moins d'un tiers de mon âge, me regardaient initialement comme une curiosité, une dame excentrique. Peu à peu, je suis devenue une sorte de mentor informel pour beaucoup d'entre eux, particulièrement les filles qui avaient du mal à équilibrer études et travail. Édouard, toujours mon plus grand soutien, plaisantait en disant qu'il avait épousé une étudiante universitaire. Son soutien fut essentiel lorsqu'en 2012, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. J'ai affronté la maladie comme j'avais affronté tous les autres défis de la vie. Un jour à la fois, entouré par ma famille, refusant d'être défini par la peur. La chimiothérapie fut brutale. J'ai perdu mes cheveux, mon énergie, souvent même l'espoir. Il y avait des jours où le simple fait de se lever du lit semblait une montagne impossible à gravir. Lors d'un de ces matins particulièrement difficiles, Marie est apparue avec une boîte mystérieuse. « Ouvre-la, maman !» a-t-elle insisté avec ce sourire qui éclairait toujours ses yeux depuis qu'elle était petite. À l'intérieur de la boîte se trouvait un album soigneusement monté. Chaque page contenait des photos et des messages de femmes, des dizaines d'entre elles. «
Des femmes qui avaient travaillé à l'atelier, qui avaient été aidées par la fondation, qui avaient écouté mes conférences, lu des interviews ou simplement connu mon histoire à travers d'autres personnes. Chacune partageait comment mon exemple avait impacté sa vie, l'inspirant à chercher l'indépendance, à ne pas accepter de relations abusives, à croire en son propre potentiel. « Tu vois, maman, » a dit Marie, essuyant mes larmes, « voici ton véritable héritage. Pas l'atelier, pas les prix, mais ces vies que tu as touchées, ces femmes qui ont trouvé de la force dans ton exemple. » Cet album est devenu mon talisman pendant le traitement. Les jours difficiles, je feuilletais ces pages, me rappelant que mon histoire servait un but plus grand que moi-même. En 2013, j'ai été déclarée en rémission. L'expérience du cancer, bien que terrifiante, a apporté une nouvelle dimension à ma compréhension de la vulnérabilité et de la force. Comment elles peuvent coexister dans le même espace, dans la même personne ? En 2015, pour célébrer mes 72 ans et la rémission du cancer, mes enfants ont organisé une surprise, la publication de mes mémoires. J'avais écrit des journaux sporadiquement au fil des ans, principalement pendant les périodes les plus difficiles, comme une façon d'organiser mes pensées. Je n'avais jamais imaginé que ces réflexions privées pourraient intéresser d'autres personnes. Le livre, intitulé « 3 jours, un voyage de survie et renaissance », est devenu un succès éditorial inattendu. J'ai été invitée à des émissions de télévision, à des interviews à la radio, à des événements littéraires. À 72 ans, je me suis retrouvée dans un nouveau chapitre, partageant mon histoire, non plus seulement dans de petits cercles, mais avec un public national. Au début, je me suis sentie mal à l'aise avec cette exposition. Il y avait des parties de mon histoire qui faisaient encore mal quand on y touchait, des souvenirs que je préférais garder privés. Mais alors, ont commencé à arriver les lettres, des centaines d'entre elles, de femmes de tous âges et contextes sociaux, racontant comment mon histoire leur avait donné le courage de sortir de relations abusives, de dénoncer des violences, de recommencer après des trahisons dévastatrices, d'enfants qui avaient grandi dans des foyers violents et trouvaient dans mon parcours un chemin vers leur propre guérison. Une de ces lettres, en particulier, a changé ma perspective sur l'exposition publique. Elle venait d'une jeune femme de 23 ans, le même âge que j'avais quand j'ai rencontré Pierre. Elle a écrit qu'elle était sur le point de se marier avec un homme qui montrait les mêmes signaux d'alarme que j'ai appris à reconnaître si tard dans ma vie. Le contrôle excessif, l'isolement progressif des amis et de la famille, la diminution constante de ses capacités. « Votre histoire m'a sauvée avant même que j'aie besoin d'être sauvée », a-t-elle écrit. J'ai rompu les fiançailles. C'est difficile et douloureux maintenant, mais je sais que j'ai fait le bon choix. C'est alors que j'ai pleinement compris le pouvoir du témoignage. En partageant mes blessures, j'aidais d'autres femmes à éviter des blessures similaires. La honte que j'avais ressentie un jour, cette sensation d'avoir été sotte, d'avoir été si complètement trompée, s'est transformée en objectif. Les dernières années ont apporté d'autres joies et défis. Édouard est décédé en 2020, après un combat bref mais intense contre un cancer du pancréas. Son départ a laissé un vide immense, mais aussi une profonde gratitude pour les 30 années que nous avons partagées. C'est lui qui m'a appris que l'amour véritable ne diminue pas, ne contrôle pas, ne menace pas, il ne fait que renforcer et libérer. Aujourd'hui, à 82 ans, je suis grand-mère de 7 petits-enfants et arrière-grand-mère de 2 petits qui me remplissent d'espoir pour l'avenir. Phoenix Couture continue de prospérer, maintenant sous la direction de la 3e génération. Ma petite fille Clara, fille de Thomas, a récemment pris la direction de l'innovation et du développement durable. La Fondation Nouvel Horizon a étendu ses activités à 5 régions, offrant non seulement une assistance juridique, mais aussi des abris temporaires et des programmes de formation professionnelle pour les femmes en situation de vulnérabilité. Quand je repense à ces 3 jours terribles où j'ai découvert le plan d'assassinat et où j'ai dû trouver en moi le courage d'affronter la vérité sur mon mariage, sur l'homme que j'avais choisi comme père de mes enfants, je réalise que ce furent des jours de mort, oui, mais pas la mort physique que Pierre avait planifiée. Ce fut la mort d'une version de moi, la femme soumise, qui acceptait d'être diminuée, qui doutait de sa capacité, qui croyait avoir besoin d'un homme pour définir sa valeur. De cette mort est née la femme que je suis fière d'être devenue. Pas une victime, mais une survivante.
Pas seulement une survivante, mais une bâtisseuse. Une femme qui a transformé sa douleur en objectif, sa peur en détermination, son histoire personnelle en un phare pour d'autres qui naviguent encore en mer tumultueuse. S'il existe un message que je voudrais vous laisser à vous qui me regardez aujourd'hui, c'est celui-ci. Il n'existe pas de fins heureuses parfaites. Il existe des recommencements courageux. Il existe des cicatrices qui se transforment en médailles d'honneur. Il existe une force en chacun de nous que nous ne découvrons que lorsque toutes les autres options sont épuisées. Et par-dessus tout, il existe toujours la possibilité de transformer la plus grande trahison en votre plus grande renaissance. Il suffit de faire le premier pas. Comme je l'ai fait ce jour lointain, quand j'ai découvert qu'il ne restait que 3 jours avant ma mort planifiée et que j'ai décidé qu'au lieu de cela, ce seraient les 3 premiers jours du reste de ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé un peu de mon voyage. Et souvenez-vous, votre histoire n'est pas encore terminée. Le prochain chapitre est entre vos mains. Ah, et si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère. Chaque like, chaque abonnement m'aide à continuer à partager ces histoires de vie et de résilience avec plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si une partie de mon histoire a résonné avec votre propre expérience. À la prochaine vidéo, mes chers.